Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui avec une FAQ, donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. J'avais aussi mis un Google Form pour ceux qui préféraient rester anonymes. Du coup, je vais me poser et on va répondre à ça aujourd'hui. Parce que la dernière FAQ que j'ai faite, je crois que c'était en janvier, donc bon, ça commence à faire un peu de temps. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Et surtout, vous avez eu plein de questions pour cette FAQ. Donc je me pose, je prends mon café et on répond à ça tout de suite. Alors... c'est parti pour cette petite FAQ. Alors tout d'abord, je vais répondre aux deux questions que j'ai reçues sur le Google Form anonyme. J'avais proposé cette option-là. Bon, apparemment, il n'y en a pas trop qui ont décidé d'être anonymes. Donc j'ai eu deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais comme métier au Canada ? Alors, je ne sais pas si la personne voulait parler du boulot que j'avais en fait en bureau, enfin le boulot conventionnel que j'ai eu pendant un peu plus d'un an, ou de mon métier maintenant. Donc mon métier maintenant, si tu ne le savais pas, c'est que je suis freelance en communication digitale et rédaction web. Normalement, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur ma chaîne, sur ça en fait, sur ma vie de freelance. C'est le premier épisode de cette nouvelle série en fait. Donc je te mettrai le lien dans l'écran et dans la barre d'infos en même temps que je parle. En ce qui concerne le travail que j'ai fait pendant un peu plus d'un an ici, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je tiens pas à dire ce que je faisais, non pas que je travaillais au service secret ou quoi que ce soit, mais juste l'entreprise en fait dans laquelle je travaillais n'a peut-être pas envie d'être associée à moi sur internet, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler. Je travaillais en logistique, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus, donc pour ceux qui auraient la curiosité mal placée d'aller fouiller mon LinkedIn comme c'est déjà arrivé, sachez que si vous n'êtes pas connecté à moi sur LinkedIn, vous ne pouvez pas voir mes expériences professionnelles antérieures, donc ça ne sert à rien de chercher, voilà. Et donc la deuxième question du Google Form, c'était « Salut Sixtine, j'ai fait comme toi plusieurs séjours à l'étranger de 1 à 2 ans à chaque fois. La trentaine approche, je me demandais si toi tu avais prévu à un certain moment de te poser un peu plus définitivement et de t'établir à long terme à un endroit. Thanks, cheers » avec une petite recommandation de resto derrière pour Montréal. Bah écoute, merci pour ta question. Je pense que je suis quand même déjà à long terme selon mes critères ici à Montréal parce que ça va faire 1 an et demi que je suis là, donc voilà. Donc oui, forcément, je pense que ça arrivera à un moment donné dans ma vie de me poser à plus long terme que 2 ans par exemple. En fait, j'ai pas envie de me dire ça va être ici, ça va être ailleurs, je verrai. Je sais aussi par exemple qu'il y a un moment de ma vie où forcément je vais rentrer en France pour quelques temps juste parce que pour acheter, c'est quand même plus facile que quand t'es à l'étranger, en tout cas c'est ma vision des choses. Donc oui, j'ai pour projet de me poser à un moment donné, après ça ne veut pas pour autant dire que le fait de me poser à un endroit va marquer la fin de mes voyages. En fait, je trouve que les deux sont complètement compatibles, donc voilà, je trouve que en fait, les gens ont tendance à considérer que c'est soit tu te poses dans ta vie, soit tu voyages, mais en fait tu peux très bien faire les deux, quoi. C'est juste, faut trouver un juste milieu en fonction de ta vie, de tes objectifs, de tes besoins, de tes envies, quoi. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Donc maintenant je vais passer aux questions sur Instagram. Ce que je vais faire en premier, c'est que je vais répondre à toutes les questions sur le fait que je travaille en freelance maintenant, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Je te mettrai dans la barre d'infos et dans l'écran en même temps la minute à laquelle tu peux passer si toute cette section freelance en fait ne t'intéresse pas. Donc première question, comment tu trouves tes clients? Alors donc je les trouve en ligne. T'as plein de sites en fait spécialisés qui proposent des missions pour les freelances dépendamment du domaine dans lequel t'es freelance finalement. Donc je mettrai des noms dans l'écran et des liens dans la barre d'infos. J'ai aussi des clients en fait que j'ai connus par d'autres biais, je pense notamment à des groupes Facebook, et sinon juste par des contacts professionnels que j'avais par mes expériences pro passées. Il y a aussi des amis d'amis, enfin voilà, donc finalement c'est un peu par le réseau, mais je te dirais que mes premiers clients, je les ai vraiment trouvés sur des sites spécialisés qui proposent des missions pour les freelances. Donc après, pourquoi tu t'es lancé en freelance? Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Encore une fois, le lien est dans la barre d'infos si tu veux aller voir cette vidéo. C'est le premier épisode donc de ma vie de freelance. Pour faire un petit résumé assez rapide, je me suis lancée en freelance il y a 3 ans pour me faire un complément de revenu. Finalement, j'ai bien aimé ça. J'ai été freelance à temps plein pendant 1 an et demi. Pour plein de raisons, j'ai décidé de reprendre un emploi, on va dire, plus conventionnel quand je suis arrivée au Canada. Et en fait, être freelance, c'est vraiment ce que j'aime, aussi bien sur les missions en fait, que je fais avec mes clients, sur la liberté d'organisation et le fait d'être mon propre patron en fait, même si c'est pas évidemment la raison première pour laquelle j'ai décidé de redevenir freelance. Mais voilà à peu près pour les raisons pour lesquelles je me suis relancée en freelance.
Donc la question suivante, c'est administrativement, est-ce que c'est plus contraignant que d'être salarié d'une entreprise? Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Quand tu es salarié d'une entreprise, bah, c'est cool parce que tu as un salaire fixe tous les mois qui tombe à la même date. Tu dois payer des impôts dessus. C'est pareil en fait quand tu es freelance. Je dirais que ce que tu dois faire en plus en fait quand tu es freelance, c'est que tu dois déclarer ton chiffre d'affaires soit tous les ans, soit tous les 3 mois quand tu es sous le statut auto-entrepreneur. Donc bon voilà, clairement c'est un coup de main à prendre, mais c'est de la comptabilité quand même assez simplifiée. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus d'organisation parce que tu as donc tout ce côté comptabilité que tu dois faire. Après, je pense que tout dépend finalement de ce que tu fais en tant que freelance parce que moi dans mon cas, j'ai cette contrainte-là entre guillemets en plus. Je pense que pour d'autres personnes qui sont sous le statut auto-entrepreneur en France mais qui exercent dans un domaine complètement différent, ils ont peut-être des contraintes supplémentaires que moi je ne connais pas, mais du coup je peux pas en parler quoi. Après, pour faire une réponse un peu plus courte, je ne trouve pas que ce statut soit contraignant au niveau administratif. J'ai trouvé que c'était quand même assez facile de s'enregistrer en tant que freelance en France. Et en ce qui concerne la comptabilité, vu que c'est une comptabilité assez simplifiée, je trouve pas que ça soit hyper compliqué et clairement je suis pas la meilleure en maths à la base. Alors, quels sont selon toi les points forts et les points faibles d'être en freelance? Alors, les points forts, je dirais la liberté d'organisation, t'organises tes journées comme tu veux. T'es libre aussi de prendre les missions que tu veux. Si t'as envie de refuser une mission, bah, tu la refuses, il n'y a personne qui t'oblige à la prendre. Donc pour ça, tout ce qui est liberté d'organisation, de choix de tes missions, je trouve ça vraiment très cool. Moi, c'est quelque chose qui me convient plus par rapport à un schéma plus traditionnel d'être dans un bureau de telle heure à telle heure, par exemple. En ce qui concerne les points faibles, je pense qu'il y a quand même deux choses à noter. C'est que ton salaire n'est pas fixe, c'est-à-dire que tu ne cherches pas de mission, et ben tu n'as pas de clients, donc tu n'as pas de rentrée d'argent. Voilà, il faut quand même un peu se bouger quoi. Si t'es pas du genre à savoir t'auto-motiver pour te mettre à ton bureau tous les matins, chercher des missions, signer des contrats, travailler et ensuite recevoir forcément le paiement à l'issue de la mission, forcément c'est sûr que freelance c'est peut-être pas pour toi. La deuxième contrainte, qui n'est pas une contrainte pour moi, mais je sais que ça peut être une contrainte pour beaucoup de personnes, c'est le fait de ne pas avoir de collègues. Quand tu décides de te lancer en freelance, donc par exemple avec le statut auto-entrepreneur comme moi j'ai, bah t'es finalement la seule personne de ton auto-entreprise, c'est un peu logique. Et bah, t'as pas de collègues que tu vas voir tous les matins, avec qui tu vas avoir une pause café par exemple. Il y a quand même des choses maintenant qui sont mises en place si au bout d'un moment cette solitude te pèse un peu. Tu peux très bien aller dans un coworking par exemple. Il y a plein d'apéros freelance qui sont organisés, je pense en France parce qu'au Canada j'en sais rien. Donc voilà, il y a quand même moyen de contrer cette solitude, mais c'est quand même un point à noter. T'as pas de collègues que tu vas voir du lundi au vendredi quand t'es freelance. À moins que t'aies des potes qui soient freelance aussi, dans ces cas-là, bah, très bien pour toi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Alors j'avais eu aussi une question un peu plus longue qui était en DM, donc je vais la prendre maintenant. C'était quand on est freelance en France, est-ce que c'est bien le statut auto-entrepreneur? Que se passe-t-il quand on change de pays? Alors oui et non. Oui, tu peux être freelance avec le statut auto-entrepreneur, mais tu peux aussi être freelance en créant une société. Je crois que c'est SAS. Encore une fois, vérifie par toi-même parce que je suis pas trop sûre de moi. Personnellement, moi je suis listée comme auto-entrepreneur, mais tu peux être freelance sans avoir le statut auto-entrepreneur. Ça serait du coup un autre statut, par exemple une société. Donc les deux sont possibles en fait. Et que se passe-t-il quand on change de pays? Rien. J'avoue que c'est la question que je me suis posée quand je me suis lancée il y a 3 ans, parce que moi j'ai créé mon statut auto-entrepreneur en France, enfin sous la législation française, mais quand j'étais déjà au Brésil. Et en fait je me suis renseignée et il n'y a rien qui t'empêche d'être freelance sous le statut auto-entrepreneur, encore une fois, à l'étranger, dans le sens où tes clients sont français, tu payes tes impôts en France, tu déclares ton chiffre d'affaires en France, donc il n'y a rien qui t'en empêche. En tout cas, j'ai rien vu par rapport à ça quand moi j'ai fait mes recherches. Donc pour moi, le fait d'être freelance sous le statut auto-entrepreneur et de vivre à l'étranger, c'est loin d'être incompatible. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis lancée. Si bien sûr tu as une information qui est totalement contradictoire par rapport à la mienne, n'hésite pas à le dire en commentaire, mais à ce que je sache, à partir du moment où tu payes tes impôts en France, il n'y a pas de souci à ce que tu exerces ton activité depuis l'étranger. En fait, moi je compare ça avec les gens qui sont salariés d'une entreprise mais qui sont en télétravail et qui décident de partir vivre dans un autre pays pendant 3 mois. Ils sont toujours déclarés en France, ils payent leurs impôts en France, mais il n'y a rien qui les empêche de travailler depuis la Colombie s'ils ont envie, donc
Voilà. Et son autre question, c'était comment fais-tu pour avoir toujours un bon internet partout où tu te trouves? J'ai pas toujours un bon internet partout où je me trouve, mais en général, je me renseigne avant. Par exemple, si je sais que je vais aller voyager dans un endroit où je suis pas sûre d'avoir nécessairement un bon internet, j'essaye d'automatiser au plus mes missions avant d'aller dans cet endroit, ou juste de finir mes missions avant de partir dans cet endroit. Finalement, c'est mon seul conseil, c'est d'anticiper, de bien te renseigner sur l'endroit dans lequel tu vas partir pour voyager, visiter, te poser, je sais pas, de bien te renseigner en fait en amont par rapport à l'internet et de voir les solutions qui sont possibles. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de me dire ok, donc là je vais aller dans un endroit, va pas y avoir du tout internet, mais j'ai besoin de bosser à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les solutions? En fait, je m'étais toujours arrangée pour justement ne pas avoir à travailler quand j'étais dans cet endroit-là ou à travailler le moins possible. Par exemple, quand j'étais au Pérou en Bolivie en novembre 2018, donc il y a 2 ans, j'avais fait en sorte de finir en fait le plus de missions possible avant de partir en voyage et de travailler le moins possible et d'avoir automatisé le plus possible. Donc je m'étais vachement avancée sur certaines missions que j'avais, ce qui fait que j'avais quand même 3-4 semaines d'avance sur la mission que je faisais. Ou sinon, j'avais fait en sorte de réduire en fait le nombre d'heures sur lesquelles je travaillais. Encore une fois, soit parce que j'avais pris de l'avance, soit parce que j'avais automatisé un peu mes missions. Par exemple, si c'est une mission de traduction, je faisais en sorte d'avoir traduit suffisamment d'articles ou de contenu pour mon client avant de partir. Et finalement, je crois que sur ce voyage, je travaillais peut-être en moyenne 2 heures par jour, mais il y a des jours où je travaillais pas pendant 3 jours et dès que j'avais un bon internet, là je me posais pendant plus de temps. Pour moi, c'est de l'anticipation en fait. Alors, comment tu fais pour fixer tes tarifs en tant que freelance? Franchement, même moi, je me demande encore comment tu fixes tes tarifs en tant que freelance. Honnêtement, moi, je cherche sur internet les tarifs moyens, je compare et ensuite je fixe en fonction de ce que je considère être mes compétences et mon niveau d'expérience. Pour moi, il n'y a pas un tarif spécifique que tu peux absolument fixer pour une mission spécifique, ça dépend de tellement de facteurs différents. Après, un truc, c'est qu'il ne faut pas se sous-vendre pour avoir des clients, enfin juste pour pouvoir signer des missions. C'est un truc que j'ai beaucoup fait malheureusement quand j'ai commencé, juste parce que je comprenais pas le système et que je m'étais mal renseignée aussi. Et du coup, fixer mes tarifs, je me renseigne sur internet, je regarde les tarifs des autres freelances qui ont à peu près les mêmes compétences, le même niveau d'expérience que moi. Je pense pas qu'il y ait une recette spéciale pour fixer tes tarifs. Alors pourquoi tu t'es lancé en freelance? Bon, j'ai déjà répondu. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui ont peur de se lancer en freelance? Ça, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et c'est tout pour les questions freelance. Donc maintenant je vais passer aux questions un peu plus générales de cette FAQ. Donc la première question un peu plus générique que j'ai, c'est demain tu gagnes au loto une grosse somme, qu'est-ce que tu fais en tout premier? Alors ça c'est marrant parce que c'est des questions qu'on s'est déjà posées avec mes potes. En fait il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Je pense que direct je prends 10 000, 15 000 balles pour moi et qui sont réservées à genre, peut-être pas un tour du monde, mais un grand voyage en backpack. Et deuxième truc, je pense, je m'achète une baraque. Voilà, c'est hyper simple comme question. Mais en fait, il y a 3 trucs qui me viennent en tête. Parce que j'en ai déjà parlé avec des potes, donc j'ai un peu déjà réfléchi à la question, c'est je mets à peu près 10 000, 15 000 euros de côté pour moi pour un futur voyage en sac à dos, je m'achète une baraque et je sécurise en fait la scolarité de mon filleul jusqu'à la fin de ses études universitaires. Donc si t'as pas vu ma vidéo sur le parrainage en association, je te mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos, mais je pense que ouais, je voudrais absolument faire en sorte de payer toute sa scolarité jusqu'au bac et ensuite pour ses études universitaires s'il a envie d'en faire. Et idéalement ce que j'aimerais faire, ça serait de payer pour lui, pour son frère et pour sa sœur. Est-ce que je pourrais? Je ne sais pas, mais bon, si je veux gagner au loto, c'est les 3 trucs que je ferais. Je sais que t'as demandé ce que je ferais en premier, mais en fait en premier je ferais ces 3 trucs là. Est-ce que tu as une rencontre avec un local d'un pays visité qui t'a marqué plus que les autres? En fait, directement quand j'ai ce genre de questions sur les rencontres avec les locaux, je pense à la famille d'accueil cambodgienne, enfin la famille d'accueil dans laquelle j'étais quand j'ai fait mon stage au Cambodge. Sauf que je pense qu'il y a peut-être d'autres rencontres qui m'ont marqué, mais j'ai du mal à me souvenir là comme ça. Là comme ça, j'ai une autre rencontre qui me vient en tête, c'est quand j'étais dans le nord du Brésil, donc j'ai fait un voyage de 2 semaines dans le nord du Brésil quand j'habitais là-bas. Et dernièrement, j'ai pris un bateau, un ferry pour traverser un delta. Et forcément, il y avait plein de Brésiliens en fait sur le bateau. Et il y a un Brésilien qui était assis à côté de moi
et qui a commencé à me parler en portugais. Donc je parlais déjà un peu mieux portugais à ce moment-là. Ça faisait 8 mois que j'étais au Brésil, donc forcément ça va, je pouvais communiquer avec lui. Et en fait, cette rencontre m'a vachement surprise parce que c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est le premier Brésilien que j'ai rencontré qui était chaleureux alors qu'il ne me connaissait pas et qui n'a pas eu peur de notre différence de langue. Parce que oui, je parlais portugais, mais je suis loin d'être bilingue et je faisais encore des fautes, il y avait encore des trucs que je comprenais pas, surtout que dans le nord du Brésil, ils ont un accent bien différent que dans le sud du Brésil où moi j'habitais, donc il y avait des mots que je connaissais mais que je ne comprenais pas quand ça sortait de sa bouche. En fait, lui n'a pas du tout eu peur de cette différence de langue entre nous deux et du fait que on allait peut-être un peu galérer à se comprendre, contrairement à ce que j'avais vécu dans le sud du Brésil où j'habitais depuis 8 mois, où au contraire, dès qu'on voyait que je parlais pas hyper bien portugais ou que je commençais à faire des fautes en portugais ou dès qu'on comprenait que en fait j'étais pas brésilienne d'origine, on me tournait souvent les talons quoi. Donc je dirais que cette rencontre m'a surprise parce que directement je me suis dit ah ouais mais en fait le Brésil entre le nord et le sud c'est deux pays différents quoi. Donc je te dirais cette rencontre là, c'était un petit gars, je sais pas quel âge il avait mais il était hyper jovial, chaleureux et puis foncièrement intéressé en fait. Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas encore connu à ce moment-là au Brésil. C'est quelqu'un qui était foncièrement intéressé par le fait qu'on soit différent et pas méprisant en fait par rapport à ça. Est-ce que ton regard sur la France a changé en vivant à l'étranger? Complètement. Sur plein de points. Je me rends compte en fait depuis que j'habite à l'étranger, donc ça fait quand même 6-7 ans en tout, que y a quand même des choses de la France qui me manquent. Je me rends compte aussi qu'il y a des choses de la France qui ne me manquent pas du tout et en fait que je n'aurais pas nécessairement envie de retrouver. Donc j'ai pas nécessairement envie de faire une liste des trucs que j'aime pas en France et des trucs que j'aime en France parce que ça amène à beaucoup de critiques de la part de certains qui ne voient le monde que tout noir et tout blanc. Mais évidemment, voilà, il y a tout un côté de la culture française que j'ai pas envie de retrouver, pour ne pas citer le machisme à la française. C'est des trucs dont je me suis d'autant plus rendu compte en habitant à l'étranger et en voyant la France de l'extérieur. Mais je me suis aussi rendu compte de trucs en fait qui me manque. Il y a quand même, on a quand même des beaux paysages en France. La bouffe me manque parfois, forcément. Et je me suis rendu compte aussi que l'opinion que j'avais de la France à un moment donné de ma vie était vachement reliée à Paris parce que c'est là d'où je viens et j'ai vécu à Paris les 20 premières années de ma vie. Sauf que la France est loin d'être que Paris. Et en fait, j'ai aussi envie de changer mon opinion par rapport à ça. J'ai envie de changer ma vision de la France. Et de connaître un peu plus la France hors de Paris. Donc je sais que dit comme ça, on dirait que je ne connais que Paris. Non, je suis déjà allée dans d'autres coins de France. Mais oui, non, j'ai envie de changer ma vision par rapport à ça. Je trouve aussi qu'en France, on se rend pas compte de la chance qu'on a sur plein de points. Et quand on dit que le français est vachement râleur et se plaint beaucoup, je suis complètement d'accord avec ça. Parfois c'est justifié et parfois ça l'est pas du tout. Donc oui, non, ma vision de la France a complètement, je vais pas dire changé, mais elle a vachement évolué en tout cas depuis que je vis à l'étranger, ouais. Quel est le pays que tu n'as pas encore fait et que tu rêverais de faire? On m'a posé 2 fois cette question, je crois que j'avais déjà répondu, mais moi ce que je dis toujours c'est la Colombie en Amérique du Sud et la Corée du Sud en Asie en fait. Donc voilà, à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est vraiment les 2 pays que je cite. La Colombie aussi parce que c'est un voyage que j'avais prévu de faire en juin, donc il y a quelques mois et que forcément avec le Covid j'ai pas pu faire. Et la Corée du Sud en fait ça m'attire depuis plusieurs années, mais je pense parce que je regarde pas mal de vidéos de mecs ou de nanas d'ailleurs sur YouTube qui parlent de ce pays, pas du tout par rapport à la K-pop parce que j'en écoute pas du tout, mais plus par rapport à la culture, leur ressenti et tout, et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, la Colombie et la Corée du Sud. Feras-tu encore des vidéos où on te suit dans ce que tu fais dans ta journée? Si ça vous plaît, oui. J'ai eu beaucoup de bons retours en fait par rapport à ma vidéo où je te montre ma vie à Montréal. Ce qui moi me semble pas du tout intéressant, mais en fait j'ai compris que ce qui toi te semble ennuyeux est apparemment toujours très intéressant pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, si t'aimes les vlogs à Montréal dans ma journée et tout ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça j'en ferai un peu plus souvent. Où et quand penses-tu qu'il sera de nouveau possible de voyager backpack auberge? Déjà, il est toujours possible de voyager. Tous les pays n'ont pas fermé leurs frontières. Je dis pas du tout ça dans le but de t'inciter à voyager maintenant. Chacun fait bien ce qu'il veut et prend les risques qu'il veut, et je pense que les gens qui regardent mes vidéos en général sont suffisamment grands et matures pour
pouvoir se renseigner sur une destination avant de partir, surtout vu la conjoncture actuelle. Après, j'ai pas une boule de cristal, donc non, je peux pas prédire quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau voyager comme avant. Déjà, je ne pense pas qu'on pourra de nouveau voyager comme avant. Tant qu'il n'y aura pas un vaccin contre ce virus, je ne pense pas dans tous les cas qu'on pourra revenir complètement à la normale. Est-ce qu'on pourra revoyager? Oui. Je suppose courant 2021, mais après je peux pas dire oui, mars 2021 c'est bon, on va pouvoir voyager. Je pense que c'est impossible à prévoir. C'est impossible à prévoir. Qui plus est, je suis pas du tout dans le domaine médical, donc domaine médical, épidémiologique et tout ça, donc vraiment j'ai aucune idée de tout ça. J'ose espérer que ça sera plus tôt que tard, parce que juste au niveau économique aussi, ça a quand même des conséquences un petit peu importantes. J'espère courant 2021, mais après, on peut jamais savoir quoi. Et donc j'ai deux dernières questions pour cette vidéo. Comment te sens-tu face à l'évolution de la situation au Québec? Ça me fait chier. Parlons franchement. Si tu n'es pas au Québec, si tu n'es pas au Canada, si tu n'es pas au courant, depuis hier, à l'heure où je filme cette vidéo, Montréal est repassé en zone rouge, c'est-à-dire que les bars, les restaurants ont fermé et il y a d'autres règles qui ont été mises en place concernant l'évolution de la situation sanitaire. Je te mettrai un lien dans la barre d'infos concernant les règles qui concernent la zone rouge au Québec. Comme ça, tu sauras ce que ça veut dire. Je ne vais pas toutes les lister ici. Honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'estime que j'ai bien suivi les règles pour faire en sorte d'être safe et pour moi et pour les autres depuis le début de la pandémie en mars. Et en fait, je vois les comportements des uns et des autres et en fait ça me saoule de devoir payer les plots cassés. Quand je vois par exemple qu'avant-hier il y a eu une manifestation anti-masque dans un parc pas loin de chez moi où il y avait à peu près 1000 personnes qui étaient tous en train de se claquer la bise, je me dis que en fait l'humain de manière générale ne pense qu'à sa gueule et ça me saoule en fait, ça me saoule. Donc voilà. Après, si la question porte plus sur le côté est-ce que j'ai peur de ça, je dirais pas que j'ai peur parce que j'estime que je fais ce qui est en mon pouvoir pour être safe au niveau conditions sanitaires pour moi et pour les autres, encore une fois. Après, est-ce que ça me fait chier? Oui, complètement, j'ai pas peur de le dire. J'ai déjà reçu plusieurs fois des commentaires ou même des DM, que ce soit donc sur YouTube ou sur Instagram, en me disant que ce n'était qu'une mascarade, que le Canada était une dictature sanitaire, enfin bref, j'ai eu des vertes et des pas mûres. Chacun est libre d'exprimer son avis, ensuite c'est pas le mien, c'est tout. Donc voilà. Et après cette petite parenthèse pandémie, masque et tout ça, la dernière question c'est quels sont tes prochains projets? J'ai pas trop de projets. C'est bizarre mais j'ai pas trop de projets. En fait j'ai pas trop de projets parce que c'est pas des projets genre secrets ou quoi que ce soit, j'ai pas de collaboration, de partenariat qui arrive ou quoi que ce soit. Il y a des trucs sur lesquels je travaille. Après je suis plutôt le genre de personne en fait qui ne dit rien tant que c'est pas lancé, ou tant que c'est pas sûr, ou tant que c'est pas confirmé. Après, je peux peut-être le dire, parce que je ne sais pas dans tous les cas quand ça sortira. Je travaille depuis quelques mois, oui, un bon bout de temps quand même, à peu près depuis le mois d'avril. Je travaille en fait sur un e-book, un guide du PVTiste en fait, mon guide du PVTiste pour venir en PVT à Montréal. Donc c'est un guide au format numérique, hein, bien sûr, c'est un e-book qui pour l'instant fait à peu près 75 pages et sur lequel je travaille encore parce qu'il y a des photos que je veux incorporer, il y a du texte que je dois retravailler. Donc déjà il n'est pas encore terminé, il n'est pas fait à 100% comme je voudrais. Et à côté de ça, j'ai pas envie de le sortir parce que tous les bassins EIC sont complètement suspendus jusqu'à nouvel ordre, donc en fait ça ne ferait juste aucun sens de sortir un guide du PVTiste à Montréal selon My Travel Project, quand en l'occurrence actuellement tu ne peux plus obtenir de PVT pour aller au Canada. Mais c'est un e-book que je sortirai on ne sait quand, mais en tout cas que je sortirai. En tout cas, j'ose espérer qu'il sera prêt quand la saison EIC reprendra et quand les gens pourront de nouveau s'inscrire pour les tirages au sort pour le PVT. Je tiens à être complètement transparente sur le fait que c'est un e-book que j'ai envie de proposer à la vente à moins de 10 € parce que j'ai pas d'ambition en fait à me faire 1 million de chiffre d'affaires là-dessus, mais c'est un e-book sur lequel j'ai énormément travaillé depuis le mois d'avril, qui me tient à cœur, sur lequel j'estime que j'ai mis énormément d'informations dedans et voilà, donc j'ai envie de le proposer à la vente. Dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire, si c'est quelque chose qui vous intéresserait.
quel serait selon vous le bon prix, même si j'ai déjà une idée en tête, j'ai quand même envie de sonder les personnes qui potentiellement seraient intéressées à acheter ce guide. Voilà, dites-moi juste ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà pour un projet que j'ai, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça t'aura plu, je pense que ça aura été très long parce que j'avais pas mal de questions auxquelles répondre. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si t'aimes les FAQ, si tu voudrais des FAQ sur un sujet spécifique par exemple, et bien sûr dis-moi le sujet aussi en commentaire. Si t'as envie de poser ta question pour la prochaine FAQ d'ici quelques mois, tu peux aussi le mettre en commentaire ou sinon tu peux me suivre sur Instagram pour voir quand est-ce que je ferai la prochaine FAQ. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!